C'est bon. Est-ce que ça enregistre? Oui, c'est bon, ça enregistre. Mais j'ai pas compris encore le système du. Je suis plus animatrice, mais je peux quand même enregistrer. Mais bon, bref. Alors, donc, on vous accueille ce soir cette visioconférence dans le cadre des 3 semaines que l'Agence de la biomédecine organise autour d'une campagne de sensibilisation et d'information au sujet du don de gamètes. Donc, la semaine dernière, on a fait une vidéo sur devenir parent avec le don de gamètes. La semaine prochaine, on fera une autre visio lundi prochain sur don de gamètes et la bioéthique. Et là, ce soir, donc, on voulait parler des donneurs et des donneuses de gamètes. Je ne me suis pas présentée, donc moi, je m'appelle Virginie Rio et j'ai créé l'association collective PAMP en 2013. Je suis moi-même maman de 2 enfants. On est grâce à un don d'ovocytes qu'on a reçu avec mon conjoint dans un pays européen. Voilà, donc là, on fait un petit tour de table d'abord pour que chacune des personnes présentes puisse se présenter. Et ensuite, on aura donc la présentation du docteur Vaux et Donna Bernard et Lauriane qui est... En fait, Lauriane et Stéphanie ont toutes les deux donné leurs ovocytes. Donc, on a deux donneuses d'ovocytes ce soir. On n'a pas trouvé de donneur de sperme. Mais... Stéphanie, je te laisse la parole. Ouais, je vais prendre la suite. Stéphanie Christlick, je suis bénévole du collectif BAMP depuis quelques années déjà. Je suis référente dans le Val d'Oise. Je travaille avec Virginie sur les questions du don de gamètes, de la bioéthique. Dans la vie, je suis éducatrice spécialisée et puis sinon, j'ai 2 enfants qui sont issus d'un don de spermatozoïdes. Donc, j'ai une petite fille qui aura bientôt 4 ans et un petit garçon de 5 mois. Voilà, donc avec 2 parcours PMA à chaque fois avec don de spermatozoïdes. Et entre la naissance de mes 2 enfants, j'ai donné mes ovocytes. Voilà, grosso modo, pour ce qui nous intéresse ce soir. Lauriane, je te laisse te présenter. Oui, alors bonsoir à tous et à toutes. Donc moi c'est Lauriane, j'ai 30 ans et je suis maman de jumeaux qui ont bientôt 15 mois, Alessio et Milan, que nous avons eu grâce à la PMA. On est passé par la PMA à cause d'une infertilité masculine. De mon côté, tout allait bien, j'ai même une bonne réserve ovarienne. Et du coup, voilà, j'ai souhaité faire un don d'ovocytes pour voilà, donner une chance à des couples de devenir parents. Et j'ai fait mon don d'ovocytes au mois d'octobre. D'accord. Juste, j'ai encore oublié de dire quelque chose par rapport à l'association sur cette question du don de gamètes. L'association, elle est engagée sur différents projets avec l'Agence de la biomédecine sur cette question du don de gamètes. Donc, on participe à la campagne au recrutement des agences de communication. Donc, on avait participé à au précédent recrutement et là, il y a encore un recrutement en cours pour pouvoir choisir l'agence de communication qui travaille sur la campagne. Avec Stéphanie, on participe aussi à un groupe de travail mis en place par l'agence sur le don d'ovocytes. L'objectif, c'est d'essayer d'harmoniser les pratiques. Donc, ça fait 2 ans maintenant que ce groupe de travail existe. Et pour les couples qui font de la PMA à l'étranger avec don de gamètes, on a aussi élaboré un dossier sur l'AMP à l'étranger et qu'on propose à nos adhérents. Voilà, donc maintenant je donne la parole aux 2 médecins qui nous font le plaisir de participer à cette vidéo. Virginie, excuse-moi, avant que tu me transmettes la parole, je voulais t'interrompre. Il y a un petit problème technique apparemment. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. On nous a interpellé sur le fait qu'on ne te voit que toi apparemment. Est-ce que c'est toujours le cas? Je demande ça aux spectateurs. Est-ce que vous arrivez à voir les autres conférenciers ou pas? Tout le monde ne te voit que toi.
Alors, attendez, je vais partager mon écran. Si je partage mon écran. L'animateur a désactivé le partage écran pour les participants. C'est plus animatrice? Si, sur animatrice. Excusez-nous, hein, des problèmes techniques. Désolée. Non, je ne suis plus, j'arrive pas à le faire. Est-ce que vous voulez que nous, on essaye de partager notre écran puisqu'on a une présentation? Oui, allez-y. Très bien. Ah, c'est incroyable. Et vas-y, maintenant, fais partager l'écran. Et on va chercher celui-là. Partager. Est-ce que vous voyez notre écran apparaître? Oui. Oui. Enfin, moi, je vois l'écran. Et est-ce que tout le monde voit les petites... On a le PowerPoint, ouais. Mais tout le monde ne voit toujours que Virginie. Par contre, il voit le PowerPoint, mais pas les vidéos. Les autres vidéos. Bon, déjà, si vous pouvez nous entendre et voir la présentation, Voilà. Ça sera très bien. on vous mettra une photo de nous après. Si vous voulez. Donc, moi, je suis le docteur Mathilde Domain-Bernard. Je suis gynécologue au CHU de Rennes et également responsable de l'unité de médecine de reproduction au sein du service de gynécologie et particulièrement dans le service référente au niveau clinique sur le don d'ovocytes. De mon côté, je suis Ségolène Vaux, je suis biologiste dans le service d'aide médicale à la procréation SECOS du CHU de Rennes. Et comme le docteur Domain, je m'occupe plus particulièrement de toutes les activités de don de gamètes et un peu de préservation de fertilité. Et ce soir, on est ravis que vous nous ayez permis de participer et que l'on passe la soirée, un petit bout de la soirée ensemble, à l'occasion de la campagne de sensibilisation au don de gamètes. Et ce soir, on a trouvé intéressant de pouvoir vous parler à la fois du don d'ovocytes et du don de spermatozoïdes. Donc, merci de nous accorder votre attention pour quelques minutes. Vous ne vous inquiétez pas, on n'a pas prévu trop long. On ne peut pas commencer à parler du don sans rappeler les grands principes qui le sous-tendent. Le tout premier, évidemment, le volontariat. Les donneurs et les donneuses de gamètes qui se présentent dans les SECOS, ils le font de leur plein gré. De toute façon, si ça n'est pas fait de son plein gré, c'est d'extorsion. Donc, le don, voilà, il est volontaire et on s'en assure quand on reçoit les candidats au don. En France, le don, il est gratuit. Ça veut dire que l'on ne rémunère pas les donneurs et les donneuses pour la démarche qu'ils font, mais la loi prévoit de toute façon une prise en charge des frais qui sont occasionnés par le don, notamment les frais de déplacement, les frais d'hébergement ou encore les frais de restauration ou tout frais justifié par le donneur de gamètes. Et puis en France, enfin, le don, pour le moment, il est anonyme. L'anonymat, ça veut dire que les enfants issus du don n'ont pas d'informations sur les donneurs de gamètes et à l'inverse, le donneur de gamètes n'a pas d'informations sur les enfants issus du don. C'est ça qui est confidentiel. Le lien, en gros, ce qui est confidentiel, c'est qui donne pour qui. Parfois, l'anonymat peut être un petit peu confondu avec le secret. On ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais s'il y avait des questions, il n'y a aucun souci pour qu'on puisse en discuter. L'anonymat, il est prévu que dans l'évolution des lois de bioéthique, il puisse évoluer. C'est-à-dire qu'en pratique, au SECOS, ça ne changera rien pour les candidats au don, pour les donneurs, pour nous professionnels. Mais ces candidats au don, ces donneurs, ils devront accepter le principe de transmettre à l'Agence de la biomédecine des données identifiantes et non identifiantes que les enfants issus du don pourront consulter à leur majorité. Pour le moment, la révision des lois de bioéthique traîne un petit peu parce qu'il y a d'autres actualités qui ont différé le projet. On l'évoquait pour 2019 puis 2020.
Désormais, ce sera 2021 et peut-être plus tard. Donc, on ne souhaite pas s'étendre sur les modalités d'un texte de loi qui n'a pas encore été voté, mais effectivement, on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter ensemble une prochaine fois. Donc, ce don de gamètes, il va s'adresser à un couple, le couple receveur. Alors, aujourd'hui, ce couple, dans la loi, il doit être composé d'un homme et d'une femme, un couple stable, vivant et des individus en âge de procréer. Alors, la loi ne précise pas les conditions de l'âge, même si par consensus dans la majorité des centres, la prise en charge est limitée et jusqu'à 43 ans pour la femme et 60 ans pour l'homme. Ce couple, il doit faire sur le plan administratif une déclaration de recours à l'assistance médicale à la procréation avec un titre d'honneur devant un notaire. Et l'objectif c'est de protéger l'enfant issu du don. Ce recours au don de gamètes, il s'envisage dans un contexte où il existe une infertilité sévère, masculine ou féminine, ou bien lorsqu'il y a un risque génétique de transmission d'une maladie génétique par les gamètes. La difficulté pour le couple dans le cadre du parcours du don de gamètes, c'est souvent, alors ça passe parfois par le diagnostic d'une part, et puis ensuite le délai d'attente avant le début d'une prise en charge, parce que aujourd'hui il y a en France une pénurie de dons, et même si les dons augmentent, on en reparlera au cours de la présentation, et que ces délais diminuent grâce à ce nombre de dons qui augmente, eh bien c'est toujours trop long pour les couples. Dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, il est prévu que le don de gamètes, et en particulier le don de spermatozoïdes, s'élargisse avec l'accès aux femmes seules et aux couples de femmes. Encore une fois, comme le disait Ségolène, les modalités de cette prise en charge, elles restent encore à être définies. Alors, nos donneurs de gamètes, comment se présentent-ils au SECOS? Pour un nombre important d'entre eux, par une démarche spontanée, des personnes qui sont sensibilisées par des campagnes d'information, des personnes qui sont déjà donneurs de sang, de plaquettes, de moelle, qui assistent à des soirées comme celle-ci, qui assistent aux soirées de BMP, évidemment, ou sensibilisées par un entourage qui connaît le contexte de l'AMP. Et ça va représenter une petite moitié de nos donneurs de gamètes. On a inévitablement des couples qui sont adressés, qui ont été sensibilisés par un couple qui a lui-même besoin d'une démarche de don de gamètes, parce que les meilleurs ambassadeurs pour le don, ce sont les personnes qui en sont touchées directement. Et on a un certain nombre de personnes sensibilisées par l'histoire de proches qui décident de faire un don au moment de la prise en charge du couple. Et puis, il y a aussi ça représente également une petite moitié, donc 2 petites moitiés. Et puis, il y a quand même un nombre non négligeable de dons réciproques qui fonctionnent quand même plutôt bien, nous, au SECOS de Rennes. Le don réciproque, c'est le don d'un couple qui a pu bénéficier d'un don de gamètes et qui se dit, mais attends, nous, on a une réserve de gamètes qui est encore disponible et on va faire le don dans le système miroir. Et par rapport à la présentation des personnes de ce soir, j'ai cru comprendre que c'est la manière dont ça s'est passé pour Stéphanie. C'est de cette manière-là qu'elle est arrivée vers le don. Donc voilà pour les grandes motivations pour être donneur de gamètes. Donc les donneuses d'ovocytes, dans le cadre de la loi, doivent être âgées d'entre 18 et 37 ans, être en bonne santé. Et depuis 2015, les femmes qui n'ont pas conçu, qui n'ont pas eu d'enfants, ont également la possibilité de donner leurs ovocytes. Dans ce cadre-là particulier,
la loi a permis pour ces femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants la possibilité d'autoconserver des ovocytes. Dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, il est prévu que cette disposition soit levée. Voilà, il y avait une confusion qui avait été induite par cette autorisation qui faisait craindre aussi parfois à certaines personnes que le recours à un don de gamètes pouvait altérer leur fertilité, que c'était pour ça qu'on avait autorisé à ces femmes n'ayant pas conçu de pouvoir conserver des gamètes pour elles-mêmes. Avec la révision de la loi de bioéthique et probablement l'ouverture à la conservation pour des raisons non médicales, il paraît effectivement judicieux de dissocier ces deux prises en charge et ça nous paraît effectivement plus cohérent. Donc, la réalisation du don, particulièrement au CHU de Rennes, on s'organise pour faciliter les prises en charge et envisager toutes les consultations sur un temps court, notamment pour les personnes qui viennent de loin. Donc, il y a quand même 5 consultations qu'on essaye de regrouper avec un biologiste, un généticien, un gynécologue, une psychologue et un anesthésiste en vue de la ponction. Ces consultations, elles permettent de s'assurer de la faisabilité du don en garantissant un maximum de sécurité à la fois pour les personnes qui vont donner et puis pour les personnes qui vont recevoir. Et du coup, après validation du don en équipe pluridisciplinaire, on va alors proposer un traitement de stimulation ovarienne aux donneuses. Donc, c'est un traitement qui dure une quinzaine de jours par injection sous-cutanée d'hormones quotidiennes. On utilise des protocoles simplifiés qui permettent de limiter le nombre d'injections et on accompagne les donneuses pour qu'elles puissent réaliser elles-mêmes leur traitement à domicile. Il y a un suivi de ce traitement nécessairement par prise de sang à échographie et on s'organise toujours pour que ces surveillances elles soient faites le plus simplement possible pour les donneuses au plus proche de leur domicile. Au terme du traitement, il y a une ponction ovarienne. Donc, cette ponction ovarienne, elle se fait à nouveau au CHU de Rennes. Donc, ce sera le 2e déplacement des donneuses au CHU. Et elle se fait par voie vaginale, soit sous anesthésie locale, soit sous anesthésie générale, en fonction du souhait des donneuses. Et ce qui nous permet de recueillir au laboratoire des ovocytes qui vont ensuite être vitrifiés, c'est-à-dire conservés par congélation dans des petites paillettes que vous pouvez observer ici. Et ces ovocytes, ils seront ensuite utilisés dans un second temps pour les couples receveurs. Quelques chiffres, donc le nombre de dons réalisés au CHU de Rennes, donc, qui reste stable, même s'il a un petit peu fluctué. Et notamment, vous avez mis ce chiffre en 2017 où il y a une nette baisse du nombre de dons. On l'a expliqué aussi par l'ouverture concomitante de plusieurs centres sécos cette même année autour du CHU de Rennes. Il faut savoir que jusqu'en 2017, il y avait le CHU de Rennes drainait des couples de toute la Bretagne, mais aussi de tout l'Ouest, parce que le centre de Nantes n'avait pas démarré son activité. Et donc, on a eu une diminution du nombre de dons, mais ça a été aussi une facilitation des prises en charge et des parcours pour les couples et pour les donneuses. Et nous, ça nous a aussi permis de nous prendre en main et de nous faire réaliser qu'il fallait aussi qu'on participe au recrutement des donneurs et des donneuses. Et donc, on a fait, suite à cette année-là, en 2018, une campagne de sensibilisation qui nous a permis d'augmenter nettement le nombre de donneuses d'ovocytes et en 2019 de retrouver un nombre de dons comparables aux années précédentes. Tout ça, ça nous a permis d'augmenter le nombre de couples pris en charge, de diminuer le nombre de couples en attente et surtout, ce qui est important, c'est de diminuer le délai d'attente qui est passé de 4 années, qui était une situation extrêmement difficile
pour les couples, pour nous aussi, et surtout pour les couples. Et aujourd'hui, même si ce délai il est encore trop long, on est content de voir qu'il diminue et qu'il est passé à un an depuis 2019. Alors, les donneurs de spermatozoïdes, comme les donneuses, ce sont des hommes jeunes. Alors, 18 à 45 ans, ce n'est pas le même critère d'âge que pour les donneuses, puisque c'est 18 à 37 ans pour les donneuses. Ça s'explique parce qu'au-delà de la 45e année pour les hommes et de la 37e année pour les femmes, on a une augmentation des anomalies génétiques dans les spermatozoïdes et dans les ovocytes. Donc, non, messieurs, vous n'êtes pas plus jeunes plus longtemps, mais vos spermatozoïdes, en tout cas, ont des anomalies qui augmentent un peu plus tard. Les conditions pour être donneur sont les mêmes que pour être donneuse, c'est-à-dire être un homme en bonne santé. Et on peut avoir conçu ou non pour être donneur. La possibilité d'autoconservation existe également pour les messieurs. Elle est d'intérêt clinique quasi négligeable et on accompagne les donneurs dans leur décision de conserver ou non des spermatozoïdes, mais l'intérêt clinique est plus que modeste. Alors on pourrait se dire un don de spermatozoïdes, c'est beaucoup plus simple à réaliser qu'un don d'ovocytes. Par certains aspects, oui. Par d'autres, pas forcément. Le donneur, comme pour les donneuses, on va essayer de limiter le nombre de venues au sécos en réalisant une première venue, en rencontrant le biologiste, le généticien et le psychologue. À l'issue de cette venue, on valide le dossier et le don va pouvoir commencer. Alors effectivement, le donneur, il ne va pas avoir toute cette période de traitement à effectuer, mais par contre, il va devoir venir faire un nombre important de recueils de spermatozoïdes, puisqu'on estime entre 5 et 7 le nombre de recueils à réaliser pour faire un don complet. Donc, moins de contraintes, on va dire, physiques, mais une contrainte, une disponibilité importante. Donc, le petit schéma que je vous ai mis là, c'est juste pour illustrer voilà, la salle de recueil à l'intérieur de laquelle le patient réalise le prélèvement, le petit réceptacle dans lequel il fait son prélèvement, la salle technique dans laquelle on vient évaluer les paramètres spermatiques et congeler les spermatozoïdes en paillettes. Et puis, on les conservera dans l'azote liquide à moins 196 degrés pendant potentiellement des décennies. Alors, les spermatozoïdes, ça ne s'altère pas au cours du temps, mais ce n'est pas comme le bon vin, ça ne se bonifie pas non plus avec le temps. Mais voilà, on conserve encore des spermatozoïdes des années 90 en banque et que l'on peut utiliser avec encore l'obtention de grossesse. Concernant les donneurs, les chiffres peuvent sembler encore plus inquiétants pour les donneuses. Néanmoins, on réussit relativement à répondre à la demande des couples parce qu'en fait, un donneur va permettre l'obtention d'un plus grand nombre de naissances qu'un don d'ovocytes, même si la loi, bien sûr, limite à 10 le nombre de naissances pour un don. Donc, effectivement, on a peu de donneurs qui font réellement un don chaque année. Mais c'est le cas depuis des années et des années. 2017 a été bizarrement une bonne année pour le don de spermatozoïdes alors qu'elle avait été une mauvaise année pour le don d'ovocytes. Donc voilà, c'est la fluctuation de la venue de nos donneurs. Le nombre de couples pris en charge fluctue également, un petit peu moins que sur le don d'ovocytes. Et pour les délais d'attente, on avait une situation qui était bien plus acceptable il y a quelques années. Aujourd'hui, on a un délai qui est légèrement raccourci, mais on aura du mal à avoir un délai plus court encore. Donc, le don d'ovocytes, là, on a remis le site dondovocytes.fr, mais on voulait surtout vous dire que retrouver des informations sur le don de gamètes, c'est facile aujourd'hui. Quand on tape don d'ovocytes ou don de spermatozoïdes, on tombe sur le site de l'Agence de la biomédecine qui donne des informations. Sur le site également du collectif BRMP, il y a beaucoup d'informations pour les couples et pour les donneurs. Et en tout cas, pour le CHU de Rennes, on reste toujours disponible pour répondre aux questions des candidats au don, même en amont des consultations quand on le peut. Et
et en tout cas pour recevoir et accompagner les couples et les candidats aux dons. Voilà. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Des remarques aussi. Merci. Alors, est-ce que vous pourriez me faire revenir, enfin, me redonner Ah oui. la fonction animateur, et on va donner la parole à Lauriane, et il faudrait comment on peut faire pour qu'on voit Lauriane. Attends, alors moi si je partage mon écran. Il y a juste une question, on va y répondre peut-être en attendant. C'est Lucie qui dit qu'on peut utiliser des gamètes qui ont... Il n'y a pas de limite par rapport à la question de Lucie. Il n'y a pas de limite d'utilisation dans le temps, il y a une limite d'utilisation en nombre de naissances obtenues. La loi, elle stipule que si on obtient 10 naissances, alors le don, il est sorti de les spermatozoïdes ou les ovocytes éventuellement, mais les ovocytes, on n'atteint jamais les 10 naissances. Le don, il est sorti de la banque une fois qu'on a atteint 10 naissances. Pour certains donneurs, on les atteindra, pour d'autres, on ne les atteindra pas. Et donc, en fait, techniquement, il n'y a pas de limite de conservation des gamètes. Comme je disais, vraiment, la qualité des gamètes ne s'altère ni ne se bonifie dans le temps. Est-ce que vous savez pourquoi, pour certains donneurs, on n'atteint pas justement les 10 naissances? Parce qu'il y a des profils qui sont moins recherchés qui sont... Non, quand je dis qu'on n'atteint pas les 10 naissances, ce n'est pas qu'on ne les utilise pas, c'est qu'on va avoir consommé la totalité des paillettes avant d'avoir avant d'avoir obtenu les 10 naissances. D'accord. Il y a effectivement un facteur fertilité qui intervient. Il y a des donneurs qui permettent d'obtenir plus rapidement et plus de grossesse que d'autres. Ça, malheureusement, on n'a pas l'information auparavant. C'est vrai que quand la loi prévoyait que les donneurs soient forcément papa, on avait déjà quand même une preuve de la fertilité du donneur. Désormais, on a aussi des donneurs sans enfants. Et donc, du coup, nous, on évalue la capacité d'un donneur à être donneur sur les paramètres spermatiques. C'est-à-dire qu'on compte le nombre de spermatozoïdes, leur mobilité, et il y a une qualité spermatique minimum à obtenir pour être donneur. Mais on n'a pas de retour d'un nombre de naissances, d'autant plus qu'un certain nombre de donneurs désormais n'ont jamais eu d'enfants. C'est pas fréquent d'utiliser les gamètes des donneurs des années 90. Ce sont des phénotypes rares, en fait, des donneurs qu'on a encore en banque des années 90. Ce sont des donneurs qu'on n'a pas beaucoup utilisés parce qu'en fait, on ne les a pas appariés à beaucoup de couples parce qu'on a un phénotype rare de donneurs, des donneurs qui vont être très, très, très grands, des donneurs qui vont être très, très, très petits, très, très petits, des donneurs qui vont être petits. Voilà, ça va être des donneurs qu'on va peut-être un petit peu moins utiliser, mais voilà, on sort les donneurs en fonction des besoins des couples. Et en fait, il y avait plein de questions. Alors, ouais. Je sais pas mais on va peut-être partir sur Lauriane. On va dire, ouais. Alors, je vais partager mon écran, Lauriane, comme ça, on va te voir. D'accord. Est-ce que... non. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez Lauriane, je veux dire? Non, ce que tu partages, c'est la fenêtre C'est ton Zoom, bureau. mais ouais. Oui, mais alors attends. Arrêtez, pourtant là, je suis désolée. Hein, vous ne voyez toujours pas les spectateurs? Vous voyez toujours que Virginie. Annuler la vidéo en vedette. Et là, ça marche pas là? Non. Bon, Lauriane, est-ce que tu... Moi, je te vois bien. En plus, j'ai mis ta vidéo en grand sur mon écran, mais... bon. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Oui, bien sûr. ce qui a motivé, quelles ont été tes motivations et puis comment ça s'est déroulé pour toi Oui. Alors, moi, j'ai arrêté la pilule en janvier 2017 et on a rapidement eu un diagnostic car je me posais des questions. Du coup, on a consulté un gynécologue, puis un second. On a fait un bilan. Et du coup, en décembre 2017, on a appris que mon chéri était OATS.
Donc, bon, le mot est un peu barbare, donc je vais pas, je vais vous l'épargner, mais en gros, son sperme a plusieurs anomalies. Voilà, pas assez de spermatozoïdes, des spermatozoïdes trop lents et beaucoup de spermatozoïdes atypiques. Donc là, ça a été un peu la douche froide et on est entré en PMA. Et en fait, dès que je suis entrée en PMA, j'ai beaucoup échangé avec de nombreuses femmes qui étaient infertiles et en parcours de PMA. Parmi elles, certaines étaient en parcours de don d'ovocytes, mais à l'étranger. Et du coup, je me suis intéressée au don d'ovocytes que je ne connaissais pas du tout. Pourtant, moi, j'étais donneuse de sang, j'avais ma carte de donneuse d'organes. Donc vraiment, j'étais quand même assez sensibilisée au don et je ne connaissais pas du tout le don d'ovocytes. Donc voilà, j'ai échangé avec des femmes qui sont devenues mamans grâce au don d'ovocytes à l'étranger. Et du coup, comme ma réserve ovarienne était bonne, je me suis dit, eh ben, si un jour j'ai la chance d'être maman grâce à la PMA, je ferai un don d'ovocytes. Et donc, dès mon entrée en PMA, le cheminement s'est fait dans ma tête. Et voilà, j'ai accouché de nos jumeaux en septembre. Lauriane, excuse-moi, il y a quand même un petit faux contact dans ton micro. De temps en temps, on t'entend de très loin. Ça va mieux si je rapproche comme ça? Oui, là, on t'entend bien. D'accord. Du coup, on a fait notre parcours de PMA, on a fait une FIV-ICSI et le 3e transfert d'embryon, on a eu nos jumeaux. Et j'ai accouché en septembre 2019 et j'ai commencé mes démarches 2 mois plus tard. Du coup, je me suis rapprochée du sécos de Paris-Cochin. Et voilà, j'ai fait mes examens, c'est-à-dire une échographie pelvienne pour compter le nombre de follicules, une prise de sang pour connaître mon AMH. Et puis moi, j'avais déjà fait le karyotype sanguin, qui est l'étude des chromosomes pour identifier toute anomalie chromosomique. Donc voilà, ce sont en gros les 3 examens qu'il faut faire pour compléter le dossier médical. Et puis voilà, j'ai eu ma matinée de rendez-vous au sécos de Cochin en janvier 2020. Et voilà, j'ai vu biologiste, gynécologue, généticien et psychologue. Et suite à ces rendez-vous, ma candidature au don a été validée. Après, voilà, il y a eu la période de crise sanitaire avec le coronavirus qui a décalé mon don. Je devais le faire initialement en mars ou avril. Donc après, tout a été stoppé. Et puis finalement, je l'ai fait du coup sur mon cycle d'octobre. Donc voilà, j'ai eu ma stimulation ovarienne. Alors pour moi, entre le premier jour de mes règles et le jour de ma ponction, il s'est passé 21 jours et j'ai eu exactement 8 injections. Donc voilà, pour dire que c'est pas si contraignant au regard du bonheur qu'on peut donner. Et même s'il faut être un peu disponible, c'est quelque chose qui se déroule quand même assez vite. Moi, j'ai choisi l'anesthésie générale pour ma ponction parce que pour mon parcours, j'ai eu une mauvaise expérience en anesthésie locale. Du coup, voilà, j'ai préféré l'anesthésie générale. Tout s'est très bien passé. J'ai eu 2 contrôles du coup pendant ma période de stimulation à Paris-Cochin, donc écho et prise de sang. Et au final, on m'a prélevé 14 ovocytes pour 2 couples receveurs. Et du coup, j'ai eu ma ponction le 30 octobre de cette année. Et voilà, je suis vraiment fière et très heureuse d'avoir pu mener ce projet au bout, qui me tenait vraiment, mais vraiment à cœur. Et rien que le fait de penser qu'on donne même ne serait-ce qu'un peu d'espoir et voilà, une chance de fonder sa famille, surtout quand on a connu l'infertilité, voilà, ça compte beaucoup pour moi. Et du coup, je n'hésite pas à en parler autour de moi. J'essaie de toujours sensibiliser sur le sujet, qui est quand même assez tabou et méconnu, malheureusement. Donc, merci à l'association et voilà, à toutes les personnes qui font en sorte d'en parler et de faire changer les choses, parce que je trouve que c'est vraiment important. On a tous et toutes le droit d'être parents. Oh, c'est émouvant. Stéphanie, est-ce que tu veux dire quelque chose, toi, ou est-ce qu'on on pose des questions sur ta double casquette? Je peux en dire quelques mots rapidement si tu veux, avant d'attaquer les questions. Du coup, effectivement, nous aussi, on s'est retrouvés en PMA suite à un diagnostic d'azospermie totale pour mon mari. Donc, très vite, en fait, la décision elle a été prise d'avoir recours au don de spermatozoïdes.
effectivement, en fait, comme Lauriane, moi, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait la possibilité de donner ses ovocytes et que c'était en plus très important parce qu'il y avait énormément d'attentes pour les couples receveurs, quoi. Et tout comme Lauriane, en fait, moi aussi, j'étais sensibilisée aux dons puisque je donne mon sang depuis que j'ai 18 ans, depuis que j'ai le droit de donner mon sang. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas donner mes ovocytes aussi. En plus, je trouve qu'en ayant connu le parcours d'AMP, moi, je trouve que ça fait moins peur parce que on sait ce que c'est aussi tout le parcours de la stimulation, etc., etc. On sait un petit peu là où on met les pieds et ce à quoi s'attendre. Enfin, voilà, je me disais, je l'ai déjà fait pour nous, j'ai réussi, donc il n'y a pas de souci pour le faire pour d'autres, quoi, au contraire. Et sinon, par rapport à cette double casquette, je ne sais pas trop quoi dire. Je verrai s'il y a des questions. Mais en tout cas, j'ai vécu très différemment la stimulation et l'accompagnement des médecins quand j'étais en parcours ou en tant que donneuse. Voilà, alors moi, j'ai pas eu le choix de l'anesthésie générale. J'aurais bien aimé parce que je connaissais pas ce que c'était que la ponction, puisque dans mon parcours pour ma fille, j'ai eu la chance que la première insémination marche. J'avais jamais été ponctionnée et on m'a fait une ponction sous anesthésie locale et j'ai vraiment pas apprécié en fait. Et puis je savais même pas que c'était possible de le faire sous anesthésie générale, donc je trouve que c'est important que les éventuelles futures donneuses connaissent cette possibilité, que si elles le désirent, c'est possible quoi, d'être anesthésiées totalement. Voilà, sinon, moi, c'était aussi, peut-être je peux répondre à certaines questions par rapport à la place du donneuse, du point de vue aussi des parents. Enfin, je me suis posé la question côté, c'est-à-dire en tant que parent, quelle place a le donneur dans la vie de mes enfants, et en tant que donneuse, quelle est ma place si jamais il y a des enfants qui naissent dans des familles, quoi. Voilà. Ok. Alors, on va poser les questions. Donc, il y avait une première question, mais vous y avez répondu tout à l'heure. Pourquoi une femme de plus de 37 ans ne peut-elle pas faire de dons, même si elle est apte d'un point de vue médical et fertilité? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, mesdames? Non, mais peut-être revenir sur ce que Ségolène avait dit. C'est vrai que je n'ai pas détaillé dans la présentation, mais on sait que la fertilité de la femme, elle diminue avec l'âge. Il y a en fait, la réserve ovarienne chez une femme, elle se construit pendant la vie, elle se constitue pendant la vie intra-utérine. Et puis, au cours de la vie, toutes les femmes vont perdre progressivement cette réserve ovarienne. Et donc, il y a une diminution quantitative au cours de la vie de la réserve ovarienne. Mais cette diminution quantitative, en fait, elle n'explique pas complètement la baisse de la fertilité. Il y a aussi une diminution qualitative. Et ça, c'est ce que disait Ségolène, c'est-à-dire que cette diminution qualitative, elle est liée au fait que les ovocytes qui vieillissent, ils accumulent ce qu'on appelle des aneuploïdies, c'est des anomalies des chromosomes, en fait. Et même si on n'est pas malade soi-même, et même si on n'a pas de problème génétique, on n'est pas porteur d'une maladie génétique, le fait d'avancer en âge, et bien, ça fait qu'au niveau des ovocytes chez la femme, on augmente ce taux d'aneuploïdie, et ces augmentations-là, elles diminuent les chances de grossesse, elles augmentent le risque de fausse couche, et on sait que il y a une augmentation plus importante à partir de ce seuil qui est autour de 38 ans.
ne sait pas pourquoi ça arrive à ce moment-là, mais on sait que c'est à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça que cette limite d'âge, elle a été fixée. Et ça ne veut pas dire qu'après 38 ans, on ne peut pas avoir de grossesse, hein, pas du tout. On peut rester fertile dans son couple. Mais pour les couples qui sont en attente d'un don, c'était important de fixer une limite pour que ces couples qui reçoivent un don d'ovocytes, on leur assure des bonnes chances. C'est jamais une garantie de succès, tout ce parcours, mais on se doit de leur assurer des bonnes chances et c'est important de fixer cette limite-là. Merci. Alors, encore une question. Est-ce qu'au sécos de Rennes, la rencontre avec le psychologue est obligatoire pour les donneurs ayant déjà un enfant? Alors, je vais répondre aussi. Enfin, c'est par l'affirmative. Alors, c'est vrai que dans la loi, l'arrêté de bonne pratique, c'est imposé ça a été imposé avec, depuis 2015, la possibilité aux personnes sans enfants de pouvoir donner leurs gamètes. Et du coup, dans ce cadre-là, ça a été imposé. Nous, ça nous paraît important, cette consultation avec la psychologue. C'est un temps où on peut prolonger la réflexion qu'on a fait soi-même sur la procédure, sur la volonté, l'engagement dans cette prise en charge. Et on se rend compte aussi que en fait, on s'est rendu compte en l'imposant à tout le monde que ça permettait parfois de temporiser pour des couples qui ont des enfants, enfin pour des donneurs ou des donneuses qui ont des enfants ou pour des donneurs et des donneuses qui n'en ont pas. Et parfois aussi de ne pas faire, parce que ça arrive rarement, mais ça arrive aussi qu'on puisse... alors, c'est rarement une décision qu'on prend de façon unilatérale, jamais, je pense. D'ailleurs, c'est toujours un accompagnement dans la réflexion des candidats au don, mais oui, cette consultation avec la psychologue, elle nous paraît importante. Et pour ça parce que normalement, excusez-moi, dans la loi, c'est que pour les donneurs nullipares, c'est ça? Ouais, les donneurs et les donneuses qui les donneuses nullipares. Mais du coup, je trouve ça particulier parce que moi, en tant que donneuse, j'ai trouvé ça important, ce temps aussi, pour pouvoir se poser, réfléchir à ce qu'on avait envie de faire. Et puis, effectivement, pour faire le tri dans les places aussi, je trouve que, voilà, identifier que la place du donneur ou de la donneuse, c'est la place du donneur ou de la donneuse. Et ça se réfléchit aussi dans cet échange-là, je trouve. Ouais, complètement. Nous, on est tout à fait en accord avec ça. Et c'est vrai que c'est un temps dédié pour le donneur et la donneuse où il y a beaucoup d'informations dans ces journées de consultation, surtout quand on regroupe tous les rendez-vous. C'est pratique de regrouper tous les rendez-vous, mais parfois, souvent, moi, en tant que gynéco, je vois les donneurs et les donneuses en deuxième ou en troisième position et je sens bien qu'ils ont eu plein d'infos, il y a eu plein de choses et je leur parle souvent du marathon des consultations du don. Et c'est vrai que ce temps-là avec la psychologue, où on peut juste se poser sur sa volonté, sa démarche, comment on se positionne exactement, comme vous disiez, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, en retour, tous les couples qui sont pris en charge, les couples receveurs, on leur demande de rencontrer la psychologue également de façon systématique. Parce que c'est aussi important, ce temps de la réflexion. Bien sûr. Quand on reçoit, ça nous paraît indispensable. Alors après, c'est aussi comment c'est présenté, mais c'est les couples receveurs, ce sera un autre débat. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres. Alors, est-ce que si on reçoit un premier don d'ovocytes à l'étranger, est-ce qu'on peut tout de même bénéficier d'un don en France pour un deuxième enfant? Alors, c'est un petit peu difficile de parler pour toute la France. C'est rigolo parce que avant de participer à la soirée, on discutait avec Mathilde de ça. La problématique du don de gamètes en France, c'est qu'il existe un cadre réglementaire qui s'applique à tous les centres
Et puis ensuite, il y a une pratique locale qui va s'appliquer. Et d'ailleurs, la pratique locale, elle peut parfois évoluer dans le temps. Ce qui sera vrai dans un sécos ne sera pas vrai dans un autre. Donc, pour répondre de manière locale au sécos de Rennes, le fait d'avoir bénéficié d'un don d'ovocytes à l'étranger ou en France d'ailleurs, en fait, à Rennes, on prend en charge les couples pour une deuxième ou même une troisième demande. Le cadre pour bénéficier d'une prise en charge, c'est le cadre médical, l'indication médicale du don de gamètes. Donc, ce n'est pas une limite, en tout cas au sécos de Rennes. Oui. Alors, c'est important cette question de. En tous les cas, c'est un sujet qui, pour notre association, cette question de l'harmonisation, c'est quelque chose qu'on essaye Bien sûr, de discuter avec l'ABM et puis avec les professionnels. L'agence de la biomédecine. Et les professionnels qui participent au groupe de travail, parce que c'est vrai qu'il y a des gros décalages. Certains centres autorisent un seul ovocyte pour un seul couple, quand d'autres font autorisent plusieurs dons. Enfin, voilà, et ça crée quand même des différences de prise en charge qui peuvent générer un sentiment d'inégalité. Alors après, ça peut être. Donc voilà, enfin, pour nous, il y a un vrai sujet qu'on aimerait vraiment pouvoir discuter un peu plus longuement, mais ça dépasse le cadre de cette réunion. Je pense que c'est effectivement important de ne pas négliger cet aspect-là non plus. Alors, l'activité des sécos devrait augmenter avec l'ouverture de la PMA pour tous. Est-ce que le sécos de Rennes sera prêt pour cette augmentation de l'activité? Oui. Alors oui, on est prêt, on se prépare. On se prépare depuis longtemps. Depuis longtemps, comme tous les centres, au sein du service, au sein du CHU, avec la direction également. Et puis, on se prépare aussi dans la communication qu'on en fait, parce que on néglige pas non plus le fait que l'ouverture du don de spermatozoïdes aux couples de femmes et aux femmes célibataires, quand elle sera possible, ça va aussi peut-être dans un premier temps augmenter les délais de prise en charge. Donc il faut continuer à communiquer sur le don de spermatozoïdes pour ne pas se retrouver dans cette situation. Et puis continuer d'informer sur ce que ça impliquera, notamment parler de l'accès aux données identifiantes pour les enfants issus du don. C'est important d'en parler, de rassurer aussi pour que ça n'ait pas d'impact trop marqué sur le nombre de dons réalisés. C'est important aussi de rassurer les couples receveurs. Et justement, aujourd'hui, les donneurs et les donneuses qui se présentent au sécos de Rennes ou au centre d'AMP de Rennes, est-ce que ces questions justement de la modification de la loi de bioéthique sont évoquées déjà aujourd'hui? C'est systématiquement évoqué. Alors nous, c'est même évoqué depuis bien avant le projet de loi, parce que c'est quelque chose qu'on questionne les donneurs et les donneuses depuis 2014 sur ce sujet-là. Et effectivement, on continue à les interroger parce que c'est vrai qu'une loi qu'on attend, on est persuadé qu'elle va passer et puis on ne sait pas quelles vont être les modalités. Donc, on s'organise effectivement pour connaître un petit peu les donneurs qui sont ouverts à l'évolution de la loi, les donneurs qui au contraire font un don maintenant parce qu'ils sont inquiets de l'évolution de la loi. Donc oui, nous, au sécos de Rennes, on est capable de connaître un petit peu nos donneurs et l'avis de nos donneurs, il est systématiquement recueilli parce que peut-être que le projet de loi, encore une fois, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, on ne connaît pas encore les modalités précises et peut-être qu'on nous dira on va aller interroger les donneurs et les donneuses qui étaient pour cette évolution de la loi. Donc, comme on vous disait, on est vraiment en ordre de marche, on est peut-être même prêt un peu tôt, mais ce n'est pas grave. On attend ça et on sera prêt, quoi qu'il arrive. Alors, quel est l'impact des traitements de la donneuse et de la congélation des embryons sur l'enfant ensuite, quand l'enfant arrive?
Est-ce qu'il y a un impact? Alors, il faut savoir que donc l'Agence de la biomédecine, qui est l'agence nationale qui encadre l'activité d'assistance médicale à la procréation, alors on sort du cadre du don, hein, c'est plus large que ça, surveille, voilà, recueille chaque année les résultats de l'ensemble des centres, les données des grossesses, des naissances, des enfants issus de l'AMP. Et aujourd'hui, on est plutôt rassuré par rapport à ces questions-là, sur l'impact des traitements de stimulation, sur l'impact de la congélation des gamètes et des embryons sur la grossesse et pour l'enfant à naître. Mais on continue de surveiller pour voilà, être toujours en état d'alerte si besoin. Je pense qu'il y avait aussi peut-être la question qui était sur l'inquiétude du traitement sur la fertilité des donneuses. Enfin, je ne sais pas si c'était ce sens-là, mais c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose régulièrement. Je prends un petit peu la parole sur Mathilde, je vais lui repasser la parole, mais effectivement, c'est extrêmement rassurant en termes de réserve ovarienne. Pas d'impact de ces traitements sur la réserve ovarienne. À chaque cycle, en fait, physiologiquement, il y a plusieurs follicules qui vont entrer en croissance. Naturellement, il n'y en a qu'un qui va être ovulé, puisqu'on est une espèce mono-ovulante, hein, on ne fait pas des portées de bébés, nous. Et effectivement, les ovocytes qui n'évolueraient pas naturellement, ce sont eux qu'on va aller stimuler pendant toute la phase de stimulation et de traitement de la donneuse. Et une donneuse qui va faire une démarche, elle vieillira, ses ovaires vieilliront d'un cycle comme ils auraient vieilli en dehors du don. Et puis peut-être, Mathilde, tu peux finir sur l'inquiétude peut-être liée au traitement, à la ponction en elle-même. Ouais. Non, mais les études, elles sont très rassurantes hein, sur l'impact des traitements de stimulation ovarienne, notamment sur le risque de cancer hormonodépendant. Hein, c'est important de le dire. Il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer hormonodépendant avec ce traitement-là. Et après, la ponction ovarienne, c'est une procédure simple, hein, c'est un geste qui dure 10 minutes. Après, c'est vrai que oui, ça reste un geste chirurgical. Donc, voilà, il n'y a pas, c'est pas zéro risque, mais c'est très peu de risque. Le risque de saignement, d'infection, c'est moins de 0,3% des cas. Donc, c'est quand même très rare. Et l'évaluation au préalable et la consultation gynécologique et l'échographie pelvienne dont a parlé Lauriane tout à l'heure, elles servent aussi à repérer les cas à risque. Et quand il y a un risque potentiel de la procédure, de la ponction notamment, eh bien, on n'ira pas au bout de la démarche. Voilà. Ça peut être une contre-indication au don. Oui, il y a des donneuses, parce que là, vous nous avez donné le nombre de femmes qui ont donné, mais je pense que vous recevez plus de femmes que vous ne faites. Oui, tout à fait. À peu près le double, peut-être même parfois, ouais, un peu plus du double que le nombre de dons réellement réalisés. Ouais. Et dans cette moitié du coup de patients qu'on reçoit, il y a 10%, il y a 10% des dons qui sont récusés pour un motif médical. Donc, un risque génétique, par exemple, c'est vrai qu'il y a une grille assez stricte, hein, des antécédents familiaux qui ne pose pas forcément de soucis. C'est parfois difficile d'ailleurs d'accepter. Et l'accompagnement de la psychologue, elle est importante aussi. Il est important aussi à ce moment-là parce que quand on souhaite faire une démarche de don et puis que la démarche, elle n'est pas acceptée, c'est aussi compliqué. Donc, c'est important d'accompagner les donneurs et les donneuses à ce moment-là. Et d'expliquer que voilà, cet antécédent familial, il n'est pas forcément problématique quand on le connaît et quand on souhaite, quand on a des enfants avec cet antécédent familial ou quand on souhaite une grossesse avec ce contexte-là. Mais parce que aussi l'anonymat est la règle dans le cadre du don de gamètes et que cet enfant qui va grandir ne sera pas forcément informé des antécédents familiaux de la donneuse parce que c'est la règle aujourd'hui. Et bien, c'est pour ça que c'est important pour nous d'être assez strict sur ces critères-là également.
D'accord. Alors, il y avait Lauriane, tu voulais répondre à. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est un commentaire. En Oui, disant, tu disais que tu donnais l'impression en ayant choisi de donner, tu vivais mieux la stimulation ovarienne. alors moi, comme j'ai une bonne réserve ovarienne, déjà, pour la stimulation, j'ai des dosages assez faibles et du coup, j'ai pas énormément d'effets secondaires par rapport à certaines femmes. Moi, j'avais mal vécu mes traitements pour les transferts d'embryons congelés parce que c'était d'autres traitements qui me fatiguaient beaucoup, qui me donnaient des vertiges, etc. Mais la stimulation ovarienne, même pour moi, je l'avais plutôt bien vécue, à part quelques maux des douleurs au ventre un petit peu au moment de l'injection, le déclenchement de l'ovulation, mais autrement, ça a été. Voilà, j'étais un petit peu fatiguée, mais j'ai pas eu beaucoup d'effets secondaires. Donc c'est pour ça aussi que je donne cette impression. Et c'est vrai que le faire pour quelqu'un d'autre que moi, alors que je l'avais déjà fait, bah voilà, on se sent aussi un petit peu peut-être plus forte et puis il n'y a pas les mêmes enjeux derrière. Voilà, on n'a pas l'enjeu de, il faut que ça marche, que j'ai cette grossesse. Voilà, il faut que ça marche pour le couple receveur, évidemment, mais ça ne, on n'a plus rien entre les doigts une fois qu'on a donné nos ovocytes. Voilà, on sait le nombre d'ovocytes qu'on a donné et la suite, on Pas peut juste toujours. l'imaginer. Ah, tu n'as pas su, toi? Ah non, c'est ce que j'allais poser comme question à Rennes parce que moi, Ah mince. on a refusé de me dire combien de follicules avaient été prélevés et je trouve que c'est hyper frustrant Ouais. Ah bah oui. On nous fait souvent donneuse. ce truc. Alors, c'est vrai qu'à Rennes, on donne pas cette information, mais c'est aussi important de dire de rappeler que quel que soit le nombre d'ovocytes recueillis, Oui. le don, il est toujours bénéfique Oui, mais et quand même, je trouve que c'est poussé un peu loin, en fait, la logique de l'anonymat, etc., alors, etc., parce que c'est aussi, enfin, les follicules, tant qu'ils sont dans notre ventre, c'est aussi notre corps et c'est aussi, ça fait partie de nous, quoi. Et oui, certes, on a envie de le donner, mais enfin, voilà, je trouve que moi, j'aurais bien aimé savoir juste combien de follicules ils avaient prélevés, quoi. ouais. On a tellement envie que ça aille jusqu'à la réussite que c'est vrai que même moi, en connaissant uniquement le nombre d'ovocytes, c'était un petit peu frustrant de ne pas connaître la suite, même si c'est le jeu du don. Mais on a tellement envie que ça Après, aboutisse à une grossesse. après si vous aviez fait votre don et que le résultat, ça avait été 2 ovocytes, ça aurait Oui, pu être ouais. difficile Déceptif pour nous, ouais, oui, je une comprends. déception. Et sur un don de 2 ovocytes, on peut avoir une Une grossesse. grossesse quand même, oui. Bah oui, bien sûr. C'est vrai que le résultat et le bénéfice du don, il ne se résume pas à ce chiffre. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le présente aux candidats, aux candidates qui se présentent pour le don. Et voilà, ce nombre-là, en fait, il est pas important, c'est la démarche qui compte. Oui, oui, mais ce que je trouve, enfin, après, c'est peut-être parce que j'ai eu un parcours de PMA avant, mais encore une fois, je trouvais qu'on me retirait cette possibilité de choisir si je voulais savoir ou pas, et c'était les médecins qui décidaient pour moi si j'avais le droit d'avoir accès à cette information ou pas. Après, j'en fais ce que je veux. Si je suis déçue, je suis déçue. Si je suis heureuse, et peu importe. Enfin, ça me regarde. Et à la limite, je peux prendre rendez-vous avec le psy du SECOS ou du centre si j'ai envie de gérer après ça derrière. Mais voilà, je comprends pas trop en fait cette position en tant que donneuse. Il y a plein de donneuses qui ne comprennent pas non plus. Parce qu'il y a eu un moment, il y avait beaucoup de polémiques autour de ça, justement, sur cet aspect. Bah, je fais un don et après, je suis assez grande pour soit être très contente ou moins contente. Alors, il y a d'autres questions. Donc, est-ce qu'une femme ménopausée ou en préménopause peut recevoir un don? Et quelles sont les chances de réussite par rapport à une femme qui a encore des cycles? Ben, oui, effectivement, le don d'ovocytes, il s'adresse justement à ces femmes qui ont une insuffisance ovarienne prématurée, alors soit définitive, soit une insuffisance ovarienne débutante. Quand on parle de préménopause, on peut. Alors la ménopause, ça concerne la femme
plus âgés, de 50 ans, quand on est jeune et qu'on a, on a plus de règles, on parle d'insuffisance ovarienne prématurée. Même si le phénomène est le même, c'est-à-dire qu'on n'a plus de règles, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes impacts et c'est pas les mêmes enjeux dans la prise en charge. Donc on ne parle pas de ménopause ni de ménopause prématurée, on parle d'insuffisance ovarienne débutante et d'insuffisance ovarienne prématurée. Et c'est justement dans cette indication, dans ces situations qu'on peut avoir besoin du don. Pas toujours, il y a aussi des grossesses spontanées, mais quand il n'y a pas de grossesse spontanée, et quand la PMA n'est pas possible ou n'a pas fonctionné, quand la fécondation in vitro n'a pas fonctionné, eh bien, on envisage le recours au don. Et à ce moment-là, ouais, il n'y a pas de différence sur les taux de succès et les chances de grossesse dans ces indications-là. Alors, une autre question, est-ce qu'on peut donner quand on est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques et est-ce que ce syndrome est transmissible? Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est en fait des ovaires qui sont très riches. Au contraire, on a des ovaires qui sont très riches en ovocytes. Donc, oui, bien sûr, c'est une situation où on peut donner ces ovocytes parce qu'en plus, on en a beaucoup. Alors, parfois, c'est une cause d'infertilité parce qu'on en a tellement qu'on a du mal à ovuler. Et puis, parfois, ça s'associe à d'autres problématiques qui ont elles-mêmes un impact sur la fertilité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'origine génétique, il n'y a pas d'origine génétique identifiée pour le syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, en tout cas, c'est pas une contre-indication au don. Au contraire, on a des ovaires très riches, donc si on a envie de faire un don, il faut y aller. Alors là, c'est une question avec l'Europe. Que penser des dons de sperme où il est indiqué que le donneur est possiblement infecté au CMV? Ces dons ont pourtant l'air fiables et reconnus et beaucoup de donneurs sont concernés. Alors là, pour cette question-là, je ne vais peut-être pas répondre vraiment pile à la question. Moi, ce que je comprends, je pense que si Cryos dit que potentiellement le donneur, il peut être CMV. En fait, le CMV, c'est un virus qu'on rencontre quand on est généralement enfant. Ça provoque un syndrome pseudo-grippal et la population générale ne connaît pas son statut vis-à-vis de ce virus-là. Si on n'a pas fait la sérologie, on ne connaît pas son statut. Nous, jusqu'à il y a encore quelques mois, en France, on avait l'obligation d'appareiller le don sur ce virus. Mais il faut savoir qu'en fait, il n'est pas du tout transmissible par voie sexuelle et qu'il n'y avait pas de logique. En France, le CMV est une contre-indication au don si l'infection est présente. Donc, en fait, toujours au moment du don, on va faire la sérologie au CMV et si on voit que l'infection est active, ça va être une contre-indication. J'imagine que chez Cryos, il parle plus du statut d'avoir rencontré ou non ce virus au cours de sa vie. Et aujourd'hui, en France, ça n'est plus un critère d'appariement du don d'ovocytes ou du don de spermatozoïdes. C'est-à-dire qu'un couple n'ayant jamais rencontré le virus peut recevoir un don d'une personne l'ayant déjà rencontré. Ce qui contre-indique le don, c'est une infection active au moment du don. Merci. Est-ce qu'en habitant en Île-de-France, je peux m'inscrire au Sécos de Rennes? Alors, c'est une question un petit peu délicate. C'est-à-dire qu'on va demander à un patient qui habite dans une région de contacter le Sécos de sa région parce que il y a une espèce de confraternité qui fait qu'on ne va pas chercher des patients chez les voisins. Maintenant, nous, on peut être amené à prendre en charge des couples qui viennent d'une région différente de notre région sur différentes situations. Par exemple, quand il y a eu un refus de prise en charge dans un autre Sécos et que nous, nos possibilités de prise en charge nous permettent de proposer un parcours. Mais effectivement, dans un premier temps, si le couple qui vient nous voir n'a jamais contacté un Sécos de sa région, on lui demandera d'abord de se renseigner et on pourra être amené dans un second temps à réaliser la prise en charge chez nous s'il y a un refus dans un autre Sécos. Alors, êtes-vous informé lorsque le donneur ou la donneuse décède? Est-ce que dans ce cas-là, ces gamètes peuvent encore être utilisées? Alors,
C'est déjà une première partie de question. Ouais. Normalement, on demande aux donneurs et aux donneuses de nous transmettre des informations sur des maladies génétiques qui surviendraient dans la famille, ou la survenue d'une maladie chez le donneur ou la donneuse. Donc, si par exemple le donneur ou la donneuse développe une maladie, il doit nous informer. Alors, s'il décède accidentellement, on n'en sera pas informé, mais s'il développe une maladie, et notamment une maladie génétique, dans le consentement qu'il signe, on lui demande de nous informer. Si son don est toujours utilisé et qu'on identifie une maladie, on peut être amené évidemment à exclure le don et à aller éventuellement un peu plus loin. Si le donneur ou la donneuse ne nous informe pas, on perd l'information. Alors, comment prévoyez-vous d'augmenter le nombre de donneurs puisque la demande va augmenter? Donc ça, c'était relatif à l'ouverture de la PMA. Ce qu'évoquait Mathilde tout à l'heure, c'est que effectivement, on s'organise. Donc nous, on a la chance d'avoir un service de communication au CHU de Rennes qui nous a accompagnés en 2018 suite à la faible venue des donneuses. Donc il y a eu des campagnes locales qui ont été lancées. On se prépare à avoir un changement de profil de nos donneurs et de nos donneuses. Faut bien se rendre compte que vous voyez le bassin de population que nous, on va drainer sur Rennes. Et finalement, le nombre de donneurs et de donneuses chaque année, c'est moins de 20 à 30 donneurs et une cinquantaine de donneuses. Donc, on imagine que le profil puisse changer. On a aussi, comme on vous le disait, questionné les donneurs et les donneuses depuis quelques années. Et en fait, on en a quand même un certain nombre qui sont favorables à l'évolution de la loi. Donc, on espère ne pas perdre. Et puis, cette loi, elle a différentes modalités. Donc, on imagine, et ça, c'est une projection, que l'ouverture de la prise en charge des femmes seules et des femmes homosexuelles va effectivement nécessiter un recours aux dons de spermatozoïdes plus grand. Mais on sait que la communauté lesbienne et gay est très solidaire. Et on imagine aussi que peut-être on va avoir un nombre de dons relationnels pour le don de spermatozoïdes important. Et effectivement, nous, sur l'évolution des lois de bioéthique, on mettra l'accent quand même dans un premier temps sur le don de spermatozoïdes qui sera probablement celui qui sera le plus sollicité. Donc voilà, on se prépare à tout. Et malheureusement, on se prépare, mais comme on disait, on est tributaire de la venue des donneurs et des donneuses. Donc ça va être nationalement qu'il va falloir communiquer autour de tout ça. Et la générosité des donneurs et des donneuses qui va encore être la clé de voûte de l'évolution. Et par rapport à ça, tout à l'heure, vous avez parlé de la campagne de communication que vous avez organisée. J'avais cru comprendre dans les échanges avec Virginie que c'était pas possible forcément de communiquer si facilement que ça sur le don. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Dans quel cadre on peut justement faire des campagnes de com pour mobiliser? Nos campagnes de communication, elles doivent être validées par l'Agence de la biomédecine, en fait, et promouvoir le don. En fait, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de dire nous, c'est cause de Rennes, on est les plus forts, on est les meilleurs, venez chez nous. Par contre, promouvoir le don d'ovocytes, parler du don d'ovocytes sous l'égide de l'Agence de la biomédecine qui valide la campagne. Donc, en fait, comment ça se passe? On programme une campagne, on la transmet à l'agence de la biomédecine qui la valide et qui autorise sa… D'accord. Parce que c'est vachement bien, effectivement. Moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas du tout assez de communication autour de ces dons, en fait. Et pour que le grand public soit informé, pas que les connaissances de connaissances, il faut On a été aussi très active avec Mathilde parce que c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Donc, on a essayé de réfléchir un petit peu aux moyens de sensibiliser le grand public, effectivement. Et à Rennes, on a un espace des sciences, en fait, qui est assez actif, qui organise des conférences hebdomadaires. Et on a participé à l'une de ces conférences. Donc, voilà, on essaye de multiplier les supports. Maintenant, effectivement, les campagnes de communication, elles sont coûteuses. Et on sait que localement, on ne peut pas avoir une campagne chaque année. Donc voilà, on essaye de recycler un petit peu nos supports, on les diffuse à nos confrères et puis on a eu quand même des retombées assez positives. Ouais, c'est super. Alors, il nous reste encore quelques questions.
Donc, pour les couples receveurs, quelles sont leurs demandes par rapport à l'accès aux données identifiantes ou non identifiantes? Est-ce qu'ils sont demandeurs d'informations? Est-ce qu'ils parlent alors de leur intention d'informer les enfants? Alors, on a eu justement à l'occasion, on a 2 fois par an des commissions de l'ensemble des sécos, et il y a eu une petite étude qui a été menée là dans les dernières années qui montre en fait que les couples receveurs vont évoquer ce sujet-là dans quasiment les 3/4 des cas avec leur enfant. Donc, effectivement, ils l'évoquent, mais en tout cas, nous, quand on les reçoit dans leur parcours, l'évolution de la loi, ce n'est pas une inquiétude pour eux. En tout cas, ça n'a pas été formulé comme tel en consultation, puisqu'encore une fois, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez ouvert. Comme le disait Mathilde, la consultation avec la psychologue, c'est aussi un temps pour aborder ça. Il n'y a pas une demande d'accès aux données du donneur de la part des couples receveurs. Moi, je n'ai jamais eu cette demande-là. Et pour le projet de loi, ce seront bien les enfants issus du don qui pourront avoir accès. Ce ne sont pas les couples receveurs. Par rapport à ça, du coup, moi j'ai une question qui complétait un petit peu cet aspect-là. C'est parce que vous disiez que vous ne vous intéressez qu'aux maladies génétiques des donneurs. Vous disiez tout à l'heure que si les donneurs, vous demandiez aux donneurs si une maladie génétique se déclarait, qu'ils puissent. Ouais, alors bon, c'est un petit raccourci. En fait, on leur demande en fait de nous transmettre des informations concernant des maladies génétiques ou avec des facteurs de prédisposition familiaux. Donc, il y a quand même un certain nombre de maladies qui sont censées être transmises. Oui, pardon, excusez-moi, je vous ai… Non, mais du coup, je me posais la question, effectivement, parce qu'à la fois en tant que parent et en tant que donneuse, moi, c'est quelque chose qui m'a traversée. C'est-à-dire que dès que je vais chez le pédiatre en tant que maman, c'est la première question qu'on me pose, c'est quels sont les antécédents médicaux dans votre famille. Donc là, je me heurte à un mur, en fait. Voilà. Alors que le SECOS, à l'époque, m'avait dit les informations sur les donneurs ne sont pas transmissibles, mais bien évidemment, dans l'intérêt de l'enfant, au niveau médical, les médecins peuvent contacter les SECOS pour avoir des informations, etc. Enfin, voilà. Mais je me suis rendu compte dans la réalité que c'était très limité, ça. Et en tant que donneuse, je me suis posé la question aussi parce qu'au moment où j'ai fait mon don, j'avais aucun antécédent familial et à un moment donné, en même temps, on n'est pas médecin non plus et on ne sait pas quelles maladies peuvent se transmettre, etc. ou pas. En tout cas, il y a des cancers qui se sont déclarés dans ma famille après avoir fait mon don. Et du coup, de moi-même, j'ai transmis l'information. En fait, j'ai fait un petit mail, mais je trouve effectivement que on m'a pas sensibilisée en fait à ce que je devais transmettre, pas transmettre, par quels moyens, par quelle voie on passe, par quel biais, etc. C'est encore sécos dépendant, c'est pas organisé de la même manière dans tous les sécos. Effectivement, nous à Rennes, on a un généticien qui a un entretien avec les donneurs et les donneuses. Il y a un arbre généalogique qui est réalisé. Effectivement, oui, c'est un entretien qui est très très poussé. Donc, c'est des questions qui sont abordées. L'attitude que vous avez eue, c'est la bonne attitude de se dire, bon, il y a eu des événements médicaux importants, je ne sais pas forcément si c'est transmissible ou pas, je préviens le SECOS, c'est la bonne attitude à avoir, c'est ce qu'on demande aux donneurs et aux donneuses. Donc, mais en même temps, moi, j'ai eu cette réaction-là parce que je suis aussi parent d'un enfant issu de dons. Et donc, j'ai cette préoccupation-là, mais je trouve que ça serait intéressant de pouvoir mettre en place des dispositifs pour que les donneurs régulièrement puissent avoir des petits… Parce qu'il y a des donneurs, j'imagine, qui font un don à un instant T et puis après… c'est noté, c'est noté normalement dans le consentement au don. Dans le consentement au don, il y a un petit item qui dit que le donneur ou la donneuse s'engage à fournir au SECOS des informations à caractère médical, personnel ou familial qui se développerait ultérieurement chez lui ou chez l'un de ses apparentés. Alors, effectivement, même chose, ça fait partie de mon travail. Le consentement, on l'évoque avec les donneurs de gamètes en consultation bio et on détaille et on explique. Alors, on espère expliquer le mieux possible, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on transmet aux donneurs, leur dire, voilà, s'il y a quelque chose dans la famille qui apparaît, même si ce n'est pas forcément une maladie strictement génétique, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, c'est nous qui faisons le tri ensuite. Mais vous avez eu la bonne attitude. Alors, on va essayer de répondre aux questions qui restent, parce qu'après, il va falloir qu'on aille se reposer, manger, tout ça, tout ça.
Alors, quels peuvent être les motifs de refus du sécos? Alors, je ne sais pas si c'est pour en tant que donneuse ou en tant que receveur. Et bon. Quels peuvent être les motifs de refus du sécos? Alors, nous, les refus, c'est ce qu'évoquait Mathilde tout à l'heure, les 10% de donneurs et donneuses qu'on va refuser pour des raisons médicales. Donc, soit quand on identifie un risque de transmission d'une maladie ou des facteurs de prédisposition à un risque de certaines maladies qui ne sont pas forcément des maladies génétiques, ou bien quand les deuxièmes raisons médicales, que ce soit pour les donneurs ou les donneuses, c'est une fertilité insuffisante pour être donneur ou donneuse. Voilà les principales raisons qui font que nous, on va refuser un don. Quelques motivations pour lesquelles on peut se rendre compte qu'elles ne sont pas suffisamment solides, et comme expliquait Mathilde, la psychologue qui accompagne finalement le donneur ou la donneuse à se rendre compte que non, finalement, c'est elle plutôt qui va choisir de ne pas faire le don. Mais voilà, ce sont des refus médicaux. Alors, toujours sur un volet médical, est-ce qu'un donneur ou une donneuse peut transmettre des cancers génétiques? Alors, tout antécédent de cancer personnel du donneur ou de la donneuse exclut le don. C'est-à-dire que si vous avez eu un cancer, vous ne pouvez pas être donneur ou donneuse. Ensuite, selon les cancers familiaux, s'il y a des cancers familiaux, et que justement, effectivement, ce n'est pas forcément génétique, mais qu'il y a une prédisposition, ça peut être un facteur d'exclusion. Donc, selon les cancers, leur fréquence, les personnes qui sont touchées, on peut être amené à exclure le don ou non. Merci beaucoup. J'avais une question tout à l'heure aussi, je me suis dit que ça pouvait intéresser certaines personnes qui avaient envie de donner. Vous aviez parlé de l'autoconservation. Moi, à l'époque, on m'avait refusé l'autoconservation parce que j'avais des enfants. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou si on peut conserver ces gamètes. L'autoconservation, effectivement, dans le cadre de la loi telle qu'elle a été prévue, elle a été prévue uniquement pour les personnes qui n'ont pas d'enfants. Et donc, tant que cette loi est active, c'est toujours le cas et c'est toujours dans ce cadre-là qu'elle s'applique. Et c'est ce que je vous disais, c'est que ça a créé une confusion parce qu'on s'est dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a que les personnes sans enfants qui pourraient bénéficier d'une autoconservation? Est-ce que c'est parce que le don a vraiment un risque potentiel pour la fertilité? En fait, non. La réflexion du législateur, c'était de se dire que cette personne qui n'a pas d'enfant et qui fait un don aujourd'hui, on ne connaît pas son avenir. Après, c'est valable quand on en a ou quand on n'en a pas, mais il s'est positionné face à cette personne qui n'avait pas d'enfant, et si dans sa vie future, il y avait un événement qui conduisait à une infertilité du couple, que cette femme qui a fait ce don et qui est face à une infertilité du couple non résolue par la prise en charge médicale, elle ne se retrouve pas face à ce don qu'elle a fait et des potentiels enfants issus d'un don réalisé, et est confrontée à sa propre infertilité. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils ont autorisé l'autoconservation. Moi, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que, quitte à l'autoriser, on aurait pu l'autoriser pour tous les donneurs et les donneuses, qu'il n'y avait pas tellement de raisons que ça soit forcément les femmes sans enfants. Mais surtout, je pense que, en fait, c'est avec l'ouverture, dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, la possibilité d'autoconserver pour des raisons non médicales, ce dispositif, il ne se justifie pas du tout parce qu'en fait, les femmes qui voudront autoconserver, elles autoconserveront. Les femmes qui veulent faire un don, elles feront un don. Et ces deux procédures qui en fait, voilà, n'ont pas de rapport et qui pourront être dissociées parce que c'est deux démarches très importantes, très importantes, mais qui doivent être distinctes. Et en fait, on s'est rendu compte que il y a certains qui disaient, bah oui, mais les femmes qui voudront autoconserver, elles feront un don. Finalement, ça a été assez rare des femmes pour qui c'était la principale motivation de venir faire un don parce qu'elles pouvaient autoconserver. Et d'ailleurs, heureusement, en fait, parce que comme la loi elle a été faite pour le don, finalement, les femmes qui souhaitent autoconserver, elles ont peu d'ovocytes conservés, puisque la majorité des ovocytes va vers le don, et on ne conserve pas sa fertilité avec 3 ovocytes en banque, quoi. Donc cette disposition, elle a été finalement peut-être mal conçue et en tout cas
difficiles à mettre en œuvre et à expliquer aux patientes. Et donc, c'est probablement une bonne chose qu'elles disparaissent. Je peux me permettre, moi, dans le sécos où j'ai fait mon don, même si je suis maman de jumeaux, on m'a proposé l'autoconservation de mes ovocytes. Et moi, j'ai choisi de faire un don total parce que je n'ai pas d'autres projets de parentalité. Et je connais aussi une maman qui a eu sa petite fille grâce à la PMA, grâce à un don de spermatozoïdes. Elle a fait un don d'ovocytes. Et pareil, on lui a proposé l'autoconservation. Et du coup, elle a gardé quelques ovocytes pour elle, pour son futur projet de deuxième grossesse. Donc voilà, encore une fois, en pratique, ça dépend des sécos. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Après, je pense que c'est des questions aussi très sécos dépendantes, comme vous dites, hein, parce que lors d'un don, combien de tentatives la receveuse a-t-elle? Et ça, c'est ce que je disais au début. Il y a certains sécos, c'est un ovocyte et on passe son tour, et puis d'autres sécos où c'est différent. Vous ne nous entendez plus? La question, je n'ai pas très bien entendu la question, si vous pouvez Alors, répéter. lors d'un don, combien de tentatives la receveuse a-t-elle? Est-ce qu'il y a une garantie du nombre d'ovocytes ou d'embryons? Alors, on garantit un nombre de tentatives. On réalise 4 tentatives de don avec un nombre d'ovocytes qui peut varier à chaque tentative. On garantit un nombre d'ovocytes au minimum attribué sur la totalité du parcours, mais on ne garantit pas forcément un nombre d'embryons parce que voilà, l'utilisation des embryons, elle est aussi dépendante des caractéristiques du spermatique et donc voilà, ça explique cette disposition. Alors, suite à un premier enfant né d'un don, lorsque le couple souhaite un deuxième enfant, le couple doit-il à nouveau attendre 1 ou 2 ans avant d'accéder Dans notre sécos, tout nouveau projet parental, c'est un nouveau parcours et le délai d'attente s'applique à nouveau à chaque nouveau projet parental. Sauf quand il reste des embryons congelés de la tentative, mais à l'issue de l'utilisation des embryons congelés, c'est une nouvelle demande de prise en charge avec à nouveau un délai d'attente. Alors qu'à Cochin, par exemple, nous, on avait patienté 15 mois pour la première tentative et à partir du deuxième enfant, c'était 6 mois. D'accord. Nous, en don de spermatozoïdes, ça reste le même délai pour un premier ou un deuxième enfant. Il n'y a pas de différence. Là, il y a une question qui demande quelles données génétiques, physiques ou autres, emploi, études au sujet de la donneuse sont données au couple receveur. Je pense qu'en France, on ne donne pas ces informations. On ne transmet aucune information. On transmet aucune information au couple, bien sûr. On évoque avec le couple, au moment de la prise en charge, l'appariement. On leur explique quels sont les principes d'appariement. Et les couples nous font confiance sur l'appariement et on essaye de le faire au mieux. Ok, et alors la dernière question, et après on arrête. Y a-t-il des études sur les conséquences, les potentielles séquelles, entre guillemets, sur l'enfant né d'un don, sur son développement global? Les conséquences psychologiques? Alors, c'est pas indiqué, les conséquences. Je pense qu'on peut dire que les enfants issus d'un don se portent bien. Et voilà, les études, elles montrent qu'il n'y a pas de différence dans l'évolution des enfants de façon globale. Je pense qu'on peut répondre comme ça et être très rassurant sur… Mais après, c'est aussi important de savoir que notre accompagnement pour les couples, il ne s'arrête pas à l'initiation de la grossesse, qu'on peut être amené à continuer d'accompagner des couples après l'obtention de la grossesse, après l'accouchement, quand il y a une question, un besoin
les consultations avec les médecins du centre, les psychologues, elles sont toujours possibles et on reste disponible à tout moment pour l'ensemble des couples. Le cas du point de vue, dont la personne dit c'était risque de cancer, développement physique. Bah, non, il n'y a pas plus de risque. Il y a pas, disons qu'il n'y a pas moins et pas plus de risque de maladies que dans la population générale. Les critères d'appariement qu'on fait sur le plan génétique, alors je parle de génétique, mais il n'y a pas que les maladies génétiques, il y a plein d'éléments qui sont pris en compte. Elles sont vouées à diminuer ce risque de transmission, mais il ne peut jamais être exclu. Mais il n'y a pas plus de risque dans la population générale pour ces couples et pour ces enfants. Et nous, du point de vue de l'association, en termes de développement psycho-affectif des enfants, notre position associative, c'est d'informer les enfants sur le fait que la naissance a été permise grâce à un don de gamètes. Et ça, les enfants qui sont autour de nous, ils sont tout à fait informés de cette situation-là et il n'y a pas de problématique spécifique parce que le don, il fait partie de notre vie. Notre entourage est informé, les enfants sont informés, c'est pas un tabou et ça permet que l'enfant il évolue avec cette donnée et pas dans un contexte de secret. Et le secret est délétère qu'on soit né d'un don ou né d'une autre manière. Et nous, ce qu'on préconise, c'est que les parents puissent être le plus à l'aise possible avec cette situation-là pour qu'ils puissent transmettre des choses positives à leurs enfants. Et pour compléter sur cette question, parce que moi, en tant que donneuse, on m'a aussi interpellée par rapport à ça sur la place des donneurs et des donneuses. C'est-à-dire que j'ai des amis qui envisageaient de faire un don et puis qui se disaient mais en fait, je sais pas, parce que par rapport à mes enfants, j'ai pas envie qu'ils soient au courant qu'il y ait peut-être des enfants qui sont nés de mon don, etc., etc. Et puis si un jour, souvent ce qu'on me pose comme question aussi, c'est si un jour il y a des enfants il y a des adultes qui tapent à ta porte, t'en retrouver en tant que donneuse, comment tu vas gérer, etc., etc. C'est important, je trouve aussi, quand on entame cette démarche de don, d'être au clair par rapport à sa place aussi. C'est-à-dire que on est là pour faire souvent je fais le parallèle entre quand j'ai donné mon sang, je me suis jamais projetée sur la personne qui avait mon sang qui coulait dans ses veines à un moment donné, quoi. Moi j'ai donné des gamètes pour permettre surtout à un couple de pouvoir devenir parent et à une famille de voir le jour, quoi. Donc s'il y a des enfants qui ce dont tant mieux, et si jamais il y en a certains un jour qui ont envie d'avoir des informations sur moi ou sur surtout je pense les motivations peut-être au don, ça c'est quelque chose qui peut aussi moi je suis claire avec ça pour répondre là-dessus. Maintenant par contre voilà, ma contribution elle s'arrête là en fait et j'imagine pas de liens familiaux entre mes enfants et des enfants issus de mon don, etc. Enfin, c'est des choses qui sont... Je pense que c'est important d'être clair là-dessus aussi. Oui, si je peux me permettre, moi j'ajouterais que j'en parlerai ouvertement à mes enfants, tout comme je leur parlerai de mon parcours de PMA pour les avoir eux. On n'entend pas Lauriane. Je disais du coup, c'est bon, vous m'entendez? Oui. J'ajouterais que j'en parlerai ouvertement à mes enfants, le fait que j'ai fait un don d'ovocytes, tout comme je leur parlerai ouvertement de mon parcours de PMA, de notre parcours, pour les avoir. Je pense que c'est important. Et pour les personnes qui ne l'ont pas déjà vu, n'hésitez pas à regarder le reportage Les enfants du secret, qui parle justement du don de gamètes d'il y a une trentaine d'années, qui était absolument tabou et en fait, c'est le secret justement dans les familles qui posait problème et qui causait des problèmes de crise identitaire. Enfin voilà, quelque chose comme ça. C'est pas le fait forcément de l'apprendre, mais c'était vraiment de l'apprendre comme ça, tout d'un coup par hasard à 20 ans. Et je pense que du coup, c'est vraiment important de tous les côtés en fait, d'en parler ouvertement. On ne peut en tant que professionnel que abonder dans ce sens et c'est vrai que
les études montrent que les enfants issus d'un don se portent bien et ils se portent d'autant mieux quand effectivement il y a pas, voilà, il y a une vraie transparence sur les modalités de leur conception et le recours à un don. Et que effectivement, quand il y a un secret sur ces modalités, c'est toujours difficile quand c'est révélé à l'enfant issu du don parce qu'en plus, ça survient jamais à un moment où tout va bien. Hein. Le secret révélé, ça survient forcément, souvent dans une situation difficile, un décès, une séparation. Et donc, c'est dans la souffrance que vient la crise identitaire et ça ne peut être, et on le comprend forcément, que délétère pour cet individu. Donc, on encourage effectivement les couples qui ont recours à un don de gamètes à ne pas garder le secret et parce que les études scientifiques montrent que c'est bon et en tout cas, on les accompagne et on continuera de les accompagner dans ce sens dans le futur. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Stéphanie ou Lauriane? Non, merci de m'avoir donné la parole. Ça fait toujours plaisir de parler de ces sujets-là et c'est important. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre accueil. D'avoir pris ce temps et de nous avoir accordé 1h30 pour qu'on puisse discuter de ces sujets-là. Merci à vous pour cet espace de parole. Et merci pour votre mobilisation aussi autour de cette question parce qu'on a besoin de tous les acteurs et notamment des associations de patients pour avancer ensemble pour l'accompagnement des couples infertiles. Merci. Bon, mais merci aux spectateurs qui ont Bonne soirée à tous. qui ont posé des questions et bonne soirée et merci. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Alors.